Bonsoir à toutes, à tous. Je vous demandais de vous asseoir, de faire un peu silence. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui John Bew, qui a d'abord un parcours académique qui ferait rêver tous les étudiants qui sont présents ici. Pour d'abord un doctorat remarqué à l'université de Cambridge, puis un parcours académique qui l'amène à être maître de conférence, directeur d'études à Cambridge et depuis 2010 ou 2013 professeur d'histoire et de politique étrangère au département des études sur la guerre, au War Studies de King's College. Et ce parcours académique, qui a par ailleurs été aussi consacré par le fait qu'il a été le plus jeune titulaire de la chaire Henry Kissinger en 2013, je crois, et 2014, qu'il a reçu plusieurs prix, plusieurs bourses, l'amène à être sur les sujets qui ont été le sien et qui ont d'ailleurs donné lieu, je les signale, mais vous retrouverez l'intégralité de sa bibliographie sur le site de la chaire, 3 maîtres ouvrages qui ont tous été primés, reconnus, célébrés dans la presse britannique et internationale. D'abord un travail sur Robert Stewart, Lord Castlereagh, et notamment un ouvrage qui a été publié en 2011, plus connu sans doute en France, la bibliographie qu'il publie en 2016 sur Attlee, et puis aussi un ouvrage essentiel en 2015 sur la réelle politique, qui a été d'ailleurs il a commencé par des recherches sur la problématique de l'Irlande du Nord, de la formation de l'unionisme, et puis ensuite un travail approfondi sur la notion de réelle politique. Je pense qu'en l'écoutant, vous vous formerez une opinion et peut-être aussi des questions pour approfondir l'actualité de cette doctrine des relations internationales aujourd'hui. Mais en plus de ça, comme un certain nombre de nos intervenants, il est impliqué désormais plus directement comme conseiller du Premier ministre à Downing Street depuis 2019 sous Boris Johnson, puis Liz Truss, puis Rishi Sunak. Et je dirais, en voyant le déroulement de sa carrière, je reconnais quelques-unes des étapes des miennes dans ce cabinet où il est conseiller en charge des relations internationales. Il a eu à conduire ou à diriger des exercices, Nicole, que nous avons connus s'agissant du livre blanc en France, mais qui a été notamment une revue très remarquée, très étudiée de ce côté-ci de la Manche, l'Integrated Review sur les questions internationales de défense et de sécurité sous Boris Johnson, et une actualisation plus récente de ce document. Alors, on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour une conférence qu'il a intitulée. Alors, c'est vrai que le thème peut paraître large, puisque c'est à la fois le passé, le présent et le futur de la stratégie britannique dans un monde qui change. Mais je suis sûr que lui-même le ressentira aussi sur les aspects les plus contemporains, et que de toutes les façons, vos questions, nous sommes tous beaucoup moins cultivés que lui sur l'histoire britannique, et donc on l'accueille ici en maître, mais c'est vrai qu'on recentrera peut-être une partie des échanges sur la période contemporaine. John, on est vraiment très heureux, très honoré que vous ayez pris du temps pour venir ici. Voilà, un moment où toutes les chancelleries sont agitées par beaucoup de questions, la guerre d'Ukraine, la guerre de Gaza, et où, évidemment, j'imagine bien que le cabinet du Premier ministre est sur les questions internationales également très affairé, donc d'avoir pris de ce temps pour venir ici. Et je vous cède la parole. Les règles, vous avez le temps que vous voulez, surtout étant donné l'ampleur de votre sujet pour votre conférence, avec un propos libre. Ensuite, on aura peut-être un échange entre nous. Je le rappelle, les questions d'abord posées par les étudiants et puis ensuite par ceux qui sont les bienvenus à ce cycle de la chaire 2024, qui viennent de l'extérieur, que ce soit des experts, des auditeurs à l'IHEDN, des militaires, des journalistes. Et je vous donne, John, la parole. Bonsoir, Madame
et messieurs. C'est un honneur d'être ici à la Sorbonne ce soir. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi, je vais m'exprimer en anglais ce soir. Pardonnez-moi encore plus parce que je vais parler en anglais avec un accent irlandais. Donc, j'espère ne va pas parler trop rapidement, mais je suis nord-irlandais jusqu'au bout des ongles. Je suis né à Belfast, même si j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Angleterre, donc il en reste certains résidus et peut-être les interprètes vont tiquer en entendant certains accents. Comme l'a dit Louis, je suis universitaire, tout d'abord formé historien de formation, parfois selon mes propres souhaits. Je me suis retrouvé au service du gouvernement il y a 5 ans et je suis honoré de m'exprimer dans un cercle universitaire aussi distingué. Je souhaite m'exprimer en tant qu'historien universitaire impliqué dans la politique étrangère plutôt qu'en tant que dirigeant politique. Et ce soir, je souhaitais faire quelque chose, vous offrir une vue assez large de la grande stratégie britannique et de la sécurité nationale britannique. Je vais essayer de couvrir le plus de siècles possible en espace d'un petit peu moins d'une heure et de préférence en à peu près 45 minutes, donc désolé pour la brièveté et la simplicité avec laquelle je vais aborder certaines périodes de l'histoire. Certaines périodes de l'histoire, bien sûr, comprennent des relations franco-anglaises heureuses et certaines sont marquées par des relations franco-anglaises moins heureuses et je vais amener cette histoire jusqu'à la période actuelle avec des journalistes et des personnes qui sont tout à fait aux prises avec des questions de sûreté nationale qui nous occupe actuellement. Et je vais commencer par l'histoire. Je vais vraiment approfondir l'histoire parce que l'histoire est vraiment l'argument principal. L'histoire, la connaissance historique, la sensibilité historique, le type de raisonnement qui vient de la connaissance, de la compréhension de l'histoire, tout cela est absolument vital pour nous aider à nous y retrouver dans ce qui est un environnement de sûreté nationale et de sécurité internationale, de politique étrangère absolument difficile. Donc l'histoire doit prévaloir sur tout. Il y aura 3 parties dans ma communication ce soir. Avec grande brièveté, rythme et brio, je vais vous exposer les fondations de la grande stratégie britannique. Puis je vais parler de certaines des grandes traditions et dilemmes de la politique étrangère britannique qui se sont fait jour pendant l'histoire et je connais bien ce qu'a dit Kissinger et aussi Montesquieu, que les nations ont des caractères et que ces caractères sont partagés par les circonstances historiques. C'est important pour aujourd'hui et dans la fin de mes remarques, je vais arriver à l'époque contemporaine pour parler de la façon dont le Royaume-Uni pense sa grande stratégie aujourd'hui, mais j'y viendrai tout à l'heure. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la grande stratégie, ce terme que j'utilise? La grande stratégie, pour moi, c'est simplement, et il y a beaucoup de débats là-dessus parmi les universitaires, c'est plutôt une situation d'ensemble, une réflexion de long terme. Ça n'est pas une approche managériale de la sûreté et il y a des moments de grande stratégie dans l'histoire où il faut réfléchir tout d'abord à ces hypothèses de premier ordre, à la situation d'ensemble et à la sécurité. Et donc le but de la grande stratégie est d'assurer la sécurité, la paix et la prospérité d'une nation à long terme ou d'un groupe de nations et cela mobilise les discussions intellectuelles entre soft power et hard power et aussi entre les ressources matérielles et spirituelles des nations ou d'un ensemble de différentes nations. Et de façon fondamentale, je vous ai révélé mes cartes. Là, on y insiste sur le rôle de l'histoire et de l'histoire appliquée, comment appliquer les connaissances historiques. Et je vais mettre cela en nuance en citant Régis Debray, le grand conseiller historien. La grande stratégie, telle que nous voyons cela, c'est un terme en anglais qui a été utilisé pour la première fois à la fin du 19e siècle, mais qui s'est cristallisé dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, grâce au penseur écrivain Basil Liddell-Hard. Et pour lui, la grande stratégie, c'est la stratégie supérieure. Là, on va au-delà de la stratégie militaire pour approfondir dans la planification, la mobilisation et la quête de ressources et la préparation à la guerre dans les années 30. Ensuite, il a dit que la grande stratégie devrait à la fois calculer et développer les ressources économiques et la main-d'œuvre des nations.
et donc les ressources matérielles, mais aussi les ressources morales d'une nation, d'un groupe de nations, pour promouvoir l'esprit volontaire du peuple, qui est souvent plus important que de posséder les formes plus concrètes de puissance. Dans les années 30, l'expérience britannique des guerres mondiales n'était pas agréable. Ceux qui revenaient de la guerre de 18 avaient l'impression qu'on avait rompu les promesses, et le fait de s'être battu pour une certaine forme d'empire ou d'élite corrompue, tout cela n'était pas populaire, et la plupart de l'État moderne britannique est né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, comme la sécurité sociale britannique, le NHS. Et donc, il faut se tourner vers la paix qui vient après la guerre. Et ce qui ressort dans ce contexte, surtout avec les planificateurs des affaires étrangères, avec les autres planificateurs alliés, c'est l'idée d'une grande stratégie de la paix qui est conçue principalement pour tirer les enseignements des échecs des 50 années précédentes, et cela émerge après 1945, une grande stratégie de la paix qui se retrouve dans les Nations Unies, qui est une grande puissance pour la paix, et une grande stratégie de paix qui se retrouve dans la construction de la sécurité collective, parce que c'est cet échec de la sécurité collective des années 20 et des années 30 qui a entraîné, dans l'esprit des stratèges britanniques, qui a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Une autre définition de la grande stratégie, et là en partie cela remonte à il y a 10 ans, une publication du livre de Kissinger sur l'ordre mondial en 2014, qui parle d'une crise de l'ordre international, et où les pierres angulaires, la balance, l'équilibre des pouvoirs a été perturbé par les modifications de tout cela, et il y a eu un regain d'intérêt pour la grande stratégie, où l'on s'est écarté de l'antiterrorisme dans notre appareil sécuritaire, et on parlait plus de la gestion des risques et une reconnaissance que la dynamique, la politique des grandes puissances, tout cela revenait en jeu de façon fondamentale. Et le meilleur livre sur la grande stratégie, c'est ce qui a été écrit par Hal Browns, un Américain, qui demande à quoi sert la grande stratégie. Et là c'est utilisé le plus souvent de façon légère, sans trop appuyer. Souvent, on voit la grande stratégie comme un alignement particulier entre les fins, les moyens, les ressources sont égales aux moyens, sont égales au but. Mais là, c'est une architecture intellectuelle, et les grands moments stratégiques viennent lorsque les hypothèses fondamentales à partir desquelles fonctionnent les dirigeants ou les États sont secoués par une guerre ou un événement, et il y a un grand moment de stratégie, et donc il faut une grande réflexion stratégique. Et la façon dont Browns définit la réflexion stratégique, c'est le besoin d'un ensemble d'idées délibérées et cohérentes quant à ce qu'une nation cherche à accomplir dans le monde. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il faut l'exprimer. Alors, tout d'abord, ça n'est pas un appel à une Grande-Bretagne mondiale ou l'importance de la Grande-Bretagne. Je vais faire preuve d'humilité devant vous ce soir dans l'esprit de la relation franco-britannique. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi l'histoire, le récit de la grande stratégie britannique a son importance. Eh bien, tout d'abord parce que l'ampleur de l'influence britannique dans le monde de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle était significative du point de vue physique, du fait de l'expansion de l'Empire britannique, mais aussi du fait du délitement et de l'effondrement de cet empire dans plein d'endroits du monde. Et on voit des endroits à problème où probablement les Français et les Britanniques, de façon unique, ont laissé des endroits à problème dans le monde. Et cela fait partie maintenant des enjeux sécuritaires mondiaux. La grande stratégie britannique est vitale pour comprendre la sûreté, les concepts de sûreté européenne comme la sécurité collective et l'équilibre des pouvoirs. C'est aussi vital parce que ça a été compris et partagé par la concurrence avec d'autres grandes stratégies, tout d'abord de Napoléon, puis de Guillaume II. Et je vais vous parler de cette concurrence, et elle a eu des implications mondiales et parfois un héritage difficile. La deuxième raison pour laquelle cette histoire de la grande stratégie a son importance, c'est parce qu'il y a un rôle essentiel sur l'éveil de l'Amérique au XXe siècle pour se forger une conscience de superpuissance. Les premières idées et précédents utilisés par les stratèges américains viennent de l'exemple britannique, et de là, il y a une grande mise en garde. La superpuissance américaine du XXe siècle a été construite en toute connaissance de cause comme étant un modèle
impérialistes anti-britanniques. Ils se sont définis comme n'étant pas l'Empire britannique après l'indépendance américaine. Et pourtant, ils ont adopté pas mal d'habitudes britanniques, la projection de la force, l'ampleur commerciale. Et si vous lisez Kissinger ou George Kennan ou les mémoires de JFK ou de Roosevelt ou de Nixon, vous verrez que l'exemple britannique et les précédents britanniques ont infecté l'esprit stratégique des Américains pour le meilleur ou pour le pire. Et donc là, d'un côté, vous avez Oncle Sam, la figure bien connue de la puissance américaine, et l'autre, c'est John Bull, qui était la figure dans les dessins utilisés pour représenter la Grande-Bretagne, le roast beef un petit peu, qui boit de la bière, qui était assez giron et qui aimait bien s'affirmer. Et ça, c'était l'image des Britanniques au 19e et 20e siècle. Et c'est fascinant du point de vue de la grande stratégie, ces images, parce que cela commence par une concurrence, une rivalité, une suspicion, mais cela se termine par une proximité improbable et pas tout à fait entièrement prévisible avec ces rapprochements dans les années 40 et 41. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à 1485, mais je vais vous montrer 3 ou 4 piliers historiques permettant de comprendre cette histoire stratégique britannique et l'importance de la Grande-Bretagne. Pour les 2 premiers siècles, c'est une histoire qui s'est projetée contre la peur et l'admiration et les soupçons à l'encontre de la puissance française en Europe, tout d'abord les Espagnols, puis les Français. Et là, il y a un ouvrage de David Scott qui se penche sur l'émergence de la politique étrangère et de la projection britannique. Et dans ce livre, il dit qu'à l'instar de la projection de puissance américaine au 19e et 20e siècle, il y a une certaine schizophrénie dans les actions britanniques à l'étranger. D'un côté, il y a une peur de l'implication et d'être emmêlé dans les affaires de l'Europe tyrannique et catholique, dans l'esprit des Britanniques protestants, mais d'un autre côté, il y a un désir d'acquérir des propriétés, du commerce, d'affirmer sa puissance maritime, et c'est ce qui l'a fait entrer dans le monde. Et il y a une autre schizophrénie, la peur de ce que l'on peut appeler les impulsions négatives, une peur des étrangers, de l'avarice, la cupidité, une certaine xénophobie. Et puis, il y a aussi des caractéristiques plus positives qui l'accompagnent. Une sphère publique très vivante, une forte tradition des journaux et de la remise en cause du gouvernement et de ce que l'on appelle une tendance à la panique morale concernant les affaires internationales, la destinée de telle ou telle minorité qui force la Grande-Bretagne à intervenir. Donc, une certaine schizophrénie que l'on retrouve bien dans cet ouvrage. Alors, pour avancer à grande vitesse dans cette période, je vais parler d'un autre grand ouvrage de mon ancien directeur de thèse, Brendan Sims, à Cambridge, qui parle de l'essor et de la décadence du premier empire britannique. Dans cette diplomatie, le processus de la formation de l'État britannique est difficile avec les actes d'union entre l'Angleterre et l'Écosse, puis entre l'Angleterre et l'Irlande, le deuxième étant plus difficile, mais il y a une formation d'État avec des tensions religieuses et ethniques dans les îles britanniques, mais la Grande-Bretagne, d'ici à 1715, après l'acte d'union avec l'Écosse, était une puissance européenne de rang moyen, et pendant le 19e siècle, elle a commencé à s'impliquer, pas simplement avec la création d'une stratégie des eaux bleues, selon Brendan Sims, mais là, vous voyez pourquoi c'est un livre très intéressant dans la période jusqu'au référendum sur le Brexit en 2016, avec une politique européenne continentale plutôt active. Et tout cela a été formé par une collection royale avec la maison de Hanovre en Allemagne, ce qui donnait un point d'atterrissage dans les affaires européennes. Et donc, ces questions de puissance maritime se retrouvent partout. Et puis, il y a aussi la professionnalisation de la politique étrangère britannique qui vient après la chute du premier empire britannique, après la perte de l'Amérique, qui a été un énorme choc politique dans la politique britannique, surtout un choc parce que la plupart de ceux qui au Parlement et dans la politique britannique étaient
des sympathisants des révolutionnaires américains, et donc il y a une sorte d'angoisse, de remise en question interne au Parlement. Et donc Gibbon, dans La décadence et la chute de l'Empire romain, nous dit qu'il faut se repencher sur notre empire et son rôle dans le monde. Et donc là, il y a l'introduction de l'avancement au mérite dans l'armée, la création du ministère des Affaires étrangères, le Foreign Office, dans les années 1770 et 90. Donc, alors, très rapidement, là encore, un autre grand enjeu de grande stratégie qui déferle sur la tête des dirigeants britanniques, qui cause beaucoup de répercussions psychologiques et structurelles en Grande-Bretagne. Et c'est très difficile de traiter avec la France révolutionnaire puis napoléonienne. Alors, je ne souhaite pas être réducteur ou d'essentialiser les problèmes. Le grand problème de la France révolutionnaire, c'est le concept de guerre utilisé dans la formation d'une nation plutôt que simplement des guerres utilisées entre dynasties dans l'Europe. Donc les nations s'élèvent grâce à la masse, et donc il y a des défis politiques et idéologiques que n'avait pas encore connus la Grande-Bretagne. Il y a un développement de la politique, et donc l'impôt sur le revenu, l'impôt le plus détesté, ça a été une mesure de temps de guerre pour faire face au blocus napoléonien. La politique s'est développée, a été multipliée par 6. L'armée britannique a connu sa plus grande taille dans toute l'histoire britannique à cette période, et donc l'État britannique se transforme par le défi que représente la France. Et donc là, c'est un dessin que vous pourrez peut-être reconnaître de William Pitt le jeune, et Napoléon qui se divise le monde. Alors la Grande-Bretagne s'arroge la plupart du monde, et Napoléon prend la plupart de l'Europe un an plus tard. Il a fallu 6 coalitions pour mettre à mal l'Empire napoléonien, et donc ça a été une grande période de diplomatie et de lutte. Et vous voyez pourquoi la France napoléonienne est un défi stratégique pour la Grande-Bretagne, parce que tous ces cauchemars se réalisent: la peur d'invasion, la peur d'être coupé du commerce, la peur du fait que la maison de Hanovre soit isolée, et la peur du fait que l'on puisse bloquer la navigation sur l'Escaut, et aussi de toutes les privations. Donc c'est un cauchemar stratégique pour la Grande-Bretagne en 1812. Et donc c'est là que commence la grande stratégie britannique à cette période. Et le concept de l'équilibre des pouvoirs, qui flottait dans la théorie et la réflexion politique à l'époque, est imbriqué dans l'État, dans les buts de l'État exprimés. Aucune puissance ne doit avoir le droit de devenir trop dominante. Les Pays-Bas doivent survivre, et leur indépendance est garantie. Il doit y avoir une libre navigation sur l'Escaut. La Grande-Bretagne doit être reconnectée au commerce, et il ne pourrait pas être attaqué par la marine française aussi en 24 ou 48 heures, par exemple stationnée à Copenhague. Et donc tout cela venait au fait aussi qu'il y avait une peur d'invasion par la marine française. Et puis le premier grand document stratégique, c'est un document rare qui est repris par Lord Castlereagh, le grand ministre des Affaires étrangères, accepté le 1er janvier 1814, amené sur le continent. C'est un document qui a eu l'aval du cabinet, qui dit que vous pouvez négocier tout ce que vous voulez en Europe, mais il faut répondre à ces principes. Pas de discussion sur les droits maritimes. Ça, c'est le domaine où la Grande-Bretagne a un avantage stratégique sur tous les autres. Donc, si les puissances victorieuses doivent se rassembler, et ils n'en parlent pas des droits maritimes, c'est une exigence britannique. Pas d'arbitrage du différend britannique avec l'Amérique. La Grande-Bretagne a peur d'un arbitrage par les autres puissances. La France doit quitter les Pays-Bas.
qui doivent être solidifiées et protégées. La flotte française à Anvers doit être détruite. Les colonies peuvent être rendues à la France. Il y a beaucoup de bruit entre les producteurs et les marchands en Grande-Bretagne du fait que l'on rendrait les colonies. La France doit revenir à ses frontières de 1793, mais surtout, la France doit avoir le droit de rejoindre la communauté des nations immédiatement. Pourquoi ? Parce que la balance, l'équilibre des pouvoirs a plus d'importance en 1815 que toute autre lutte idéologique entre la Grande-Bretagne et la France. Et presque immédiatement, ça a été un moment où l'ampoule s'allume pour les stratèges. Ils ont peur que la deuxième crainte qui vient après 1945 aussi, c'est la base du fait que l'Europe occidentale est affaiblie et détruite, et donc la Russie va fondre sur l'Europe et bouleverser encore cet équilibre de pouvoir. Il y a beaucoup d'hyperactions idéologiques, parfois bienveillantes, mais là, la Grande-Bretagne menace d'une guerre défensive contre la Russie du fait des répercussions des invasions napoléoniennes. Et puis Lord Castlereagh dit « Je ne comprends pas comment une aussi grande nation peut être gouvernée par un tel idiot à cette période-là ». Et la politique étrangère britannique après 1815 vise à essayer de former la politique européenne qu'elle souhaite mener pour continuer de travailler dans le système du Congrès pour que les Russes hyperactifs restent groupés, donc pour vraiment pour normaliser leur comportement, mais très rapidement cela devient impopulaire du fait de la panique morale dans la politique britannique. La Grande-Bretagne est vue comme étant trop proche de l'Europe, à la gauche et à la droite de l'échiquier politique, trop proche de l'Europe antidémocratique, trop prête à respecter les ordres des empereurs, etc. Et donc le pauvre Castlereagh, d'ici à 1820, doit signer ses documents de divorce avec l'Europe, avec les State Papers de 1820. La raison est que le Congrès et la Sainte Alliance souhaitent affirmer le gouvernement monarchique plutôt que les principautés dans les États qui se battent pour leur liberté. Et politiquement, l'Angleterre ne peut pas utiliser cela, ne peut pas utiliser l'intervention collective pour réprimer les mouvements libéraux démocratiques. Et donc Castlereagh déclare cette rupture avec l'Europe en 1820. Et là, je ne sais pas si c'est un péché originel. Et donc, je vais dire rapidement ce qui s'est passé après, parce que pendant le 19e siècle, sur cette base, l'Angleterre prend ses distances par rapport à l'Europe en développant ses caricatures avec la pieuvre russe, l'Ottoman qui est jeté à terre. Alors je vais garder les caricatures plutôt à l'Est plutôt que de parler de ce qu'il se passe à l'Ouest. Et la prise de distance avec l'Europe au XIXe siècle a beaucoup de conséquences. Et puis l'expansion de l'Empire qui a lieu en même temps. En 1870, un comité parlementaire convient que la Grande-Bretagne ne doit plus élargir son empire parce que cela cause des problèmes, parce que la croissance est trop grande, il y a des difficultés économiques et militaires pour le protéger, mais l'empire continue de se développer à la suite de cela, surtout du fait de la concurrence avec d'autres puissances européennes, empires européens internationaux. Donc le grand jeu stratégique démarre à partir des années 1870. Et c'est le moment intéressant où justement l'expression grande stratégie apparaît. C'est la convergence de différentes stratégies et qui sont pertinentes aujourd'hui. D'abord l'effondrement, le déclin à la fois de l'Empire ottoman et austro-hongrois à la faveur des ambitions d'autres empires, et notamment la France avec le canal de Suez qui avait une présence là jusqu'au XIXe siècle. Et ensuite la montée évidemment en force de l'Allemagne, surtout militairement, mais surtout un pays qui devient de plus en plus efficace et moderne, des rivalités impériales qui sont apparues entre les pays européens dès lors qu'ils trouvent chacun leur place au soleil, et puis surtout des rivalités internationales qui vont au-delà, l'Amérique et même le Japon plus tard. Et puis il y a un ouvrage qui dit que l'Empire britannique a été créé dans un état de distraction étonnant. On parle des impérialistes distraits. Bon,
c'est une question qui se discute, mais enfin, c'est un petit peu l'émergence de ces pouvoirs qui apparaissent en même temps, certains qui vont plus vite que d'autres, plus rapidement, de manière plus puissante, avec dans certains cas la marine, les tarifs douaniers pour l'Amérique, des pays qui sont donc plus autoritaires, plus militaristes. Tout cela, évidemment, crée cette ambiance de concurrence entre ces puissances. Et là, on arrive déjà à l'aube du XXe siècle. Vous avez cet empire énorme britannique qui atteint son apogée en 1920 et qui devient une malédiction stratégique en même temps qu'une bénédiction, parce que, bien entendu, il y a des ressources, il y a des moyens importants. Évidemment, cet empire va jouer un rôle essentiel en termes d'armée et de troupes dans les Premières et Deuxième Guerres mondiales. Mais évidemment, il y a des tas de menaces géopolitiques en particulier qui s'abattent sur cet empire. C'est un désastre stratégique en même temps qu'un atout stratégique. Et au XXe siècle, là, je serai un peu plus rapide parce que, remarquez, je suis dans les délais. Vous avez un autre type de politique étrangère britannique, et là j'y reviendrai à la fin de mon intervention, mais vous avez la fin de l'isolation splendide, de l'isolement, pardon, splendide, les 14 ans qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Vous aviez de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats, et qui s'apprêtent à faire face à la tempête. Alors, deux éléments essentiels, l'entente cordiale, bien sûr. Pour la première fois depuis des siècles, la France et la Grande-Bretagne décident de mettre de côté leurs inimitiés et résoudre leurs conflits, mais une entente cordiale qui n'est pas une alliance diplomatique. Enfin, c'est une alliance diplomatique, mais non pas militaire. Et puis l'alliance anglo-japonaise, c'est la première alliance entre l'Europe et l'Asie, mais là encore une alliance défensive. Donc une diplomatie britannique hyper active sur les 10 premières années du XXe siècle, et je crois que c'est l'enseignement le plus important de ce chapitre. Et puis le document de grande stratégie le plus important du XXe siècle, c'était le mémorandum de Eyre Crowe qui dit que l'entente cordiale ne suffit pas. Et c'est ce mémorandum, cette lettre qui dit que l'ennemi de l'Angleterre, c'est l'Allemagne et nous sommes sur la voie de la guerre, enfin, c'est sur le sentier de la guerre. Un document qui a eu une influence énorme, même pour les étudiants de l'histoire, et même lorsque vous êtes un sous-secrétaire de quelque administration, une note, une simple note, un petit mémorandum, un petit document peut avoir des influences considérables. Et là, on a vu qu'il y avait des différents éléments qui sont décrits dans cette note, où la grande stratégie britannique est décrite. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'en raison de la nature diffuse de la puissance britannique, et parce que cette puissance est disséminée un peu partout et que c'est une nation de commerce, il est dans l'intérêt stratégique de la Grande-Bretagne de s'harmoniser sur les intérêts de l'humanité, c'est-à-dire que c'est l'intérêt stratégique de la Grande-Bretagne de se tenir aux côtés de ceux qui souhaitent se détacher ou de se défendre contre l'autocratie ou contre les dictatures. Et c'est une version du début du XXe siècle de la théorie de la paix démocratique, pour ceux qui connaissent ce chapitre, et il est du devoir de la Grande-Bretagne de se mettre aux côtés de ceux qui menacent leur propre démocratie, essentiellement, et qui remet en cause l'équilibre des forces. C'est quelque chose de très contemporain. Pour arriver maintenant après 1918, donc après la fin de la Première Guerre mondiale, mais également après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez au sein même de la politique étrangère britannique, cette grande stratégie qui a une nouvelle aspiration, c'est-à-dire que vous avez un empire disséminé, qui est affaibli, qui est menacé, et pour répondre à cette situation, créer un système ou un ordre mondial où chacun est protégé avec un grand équilibre des forces. Ça, c'est le but de la politique étrangère britannique à partir de 1918, mais bien entendu plus tard aussi. Vous avez ici l'ouvrage de H.G. Wells, qui est connu pour ses romans de science-fiction, mais quand même, c'est surtout un projet
que la Grande-Bretagne arrive à vendre en quelque sorte aux Américains qui s'y adjoignent. La première occasion, c'est la Société des Nations, où on crée la sécurité collective, l'arbitrage entre les nations, une communauté de nations qui peuvent se retrouver pour traiter des problèmes internationaux. Mais il n'y a finalement que la France et la Grande-Bretagne qui auront essayé et échoué à faire fonctionner cette institution. C'est E.H. Carr, l'historien britannique, qui dit que l'Amérique avait la possibilité de mener le monde et ne s'en est pas servi. Et lorsque dans les années 20, la Société des Nations s'est effondrée, c'est-à-dire avant d'arriver à cette situation, il y avait quand même l'idéal d'un ordre entre les nations qui reste dans l'ADN de la Grande-Bretagne. Et c'est Churchill qui disait il faudra soit l'ordre mondial, soit l'anarchie. Ceci a été repris par Roosevelt plus tard. Mais ce qui s'est passé dans cet ordre international après 1945, c'est que vous avez créé cet objet que l'ordre international n'avait pas avant 1945, à savoir non seulement le système multilatéral, mais également la sécurité collective à sa base, avec la force américaine derrière. Et c'est ça la grande différence après 1945. Donc, à partir de là, la politique étrangère britannique devient relativement facile, enfin lisible, disons. Il y a en tout cas une base très claire. On s'appuie non pas sur l'isolement, mais sur l'alliance, notamment avec les États-Unis, mais avec l'Europe. Il y a l'accent qui est mis sur la planification et les mesures préventives contre les menaces, et ceci s'est retrouvé d'ailleurs par la suite. Il y a un empire qui devient le Commonwealth, toujours guidé par une idée stratégique qui devient de moins en moins stratégique. Et puis surtout, au début de la guerre froide, on revient aux anciennes idées de sphère d'influence et d'équilibre des forces. Les Américains ne se rendent pas compte, sont étonnés de voir l'attitude impérialiste britannique dans les premières années de la guerre froide, et notamment dans sa présence dans les anciennes colonies britanniques, notamment en Afrique. On sait que l'Empire britannique n'est pas viable, mais et là, je cite ce concept de Dean Acheson, qui était secrétaire d'État aux États-Unis en décembre 1962, disant que la Grande-Bretagne a perdu son empire et n'a pas trouvé son rôle. C'est une citation qui revient fréquemment depuis cette date. Et puis, de l'ère Churchill à l'ère de Blair, Churchill disait que la relation la plus étroite possible avec l'Europe était plus facile à dire qu'à faire. Et d'ailleurs, c'est un des grands débats d'historiens de savoir qu'est-ce que Churchill aurait dit dans le débat du Brexit. Certains pensent qu'il aurait été pour, d'autres pensaient qu'il aurait été contre. Mais en fait, de part et d'autre, chacun est sûr de son affaire. D'ailleurs, on le saura rapidement parce que l'intelligence artificielle nous permettra de parler à Churchill à travers un hologramme en intelligence artificielle. Il nous dira le fond de l'affaire. Mais toujours est-il qu'il y avait également une relation spéciale avec les États-Unis et puis toujours ce Commonwealth qui est quand même le troisième pilier stratégique. Donc Tony Blair dit que c'est le pont britannique, mais dans la guerre contre la terreur, il y avait des gros titres dans la presse britannique. London Bridge is falling down, le pont de Londres s'effondre, pour citer cette célèbre chanson. Maintenant, quelques minutes pour parler de la sécurité nationale britannique aujourd'hui et qui intéressera le reste de nos échanges. Vous avez ici un porte-avions britannique. Je pense que les Français en ont également dans leur flotte. Alors, dans la période post-Brexit, on sait qu'il y a encore des dilemmes à gérer. D'ailleurs, j'ai été associé à certaines des discussions autour de ces dilemmes. Est-ce que le Royaume-Uni a toujours un intérêt stratégique égoïste à mettre en place son propre type d'ordre mondial? Dans quel cas, quel serait l'ordre mondial qui arrangerait les Britanniques? Quelle sorte d'établissement diplomatique et militaire serait nécessaire pour que la Grande-Bretagne arrive à ses fins? Et puis, ceci s'est retrouvé pas simplement sur le plan de la défense, mais également, il y a eu une augmentation considérable des moyens consacrés à la défense.
Est-il temps de trouver une nouvelle définition de l'intérêt national britannique depuis le Brexit? Quelles seront les implications sécuritaires du Brexit? Il y a certaines attentes. On pense que la Grande-Bretagne devra être plus active sur certains marchés, notamment dans la région Indo-Pacifique, mais c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Et quid de la période de 20 ans pendant laquelle les interventions humanitaires, et notamment au Proche-Orient, jouaient un rôle important dans la politique étrangère britannique? Qu'en est-il aujourd'hui? Et là, cela fait un petit peu écho au débat français. Et puis surtout, dans quelle mesure la Grande-Bretagne peut s'adapter à une Russie revancharde, mais également d'autres puissances qui sont plus ou moins bénignes. On pense notamment à l'Inde et à la Chine qui ont des attitudes différentes. Enfin, dans les grands débats stratégiques auxquels j'ai été associé, finalement, il y avait 4 grands piliers de la discussion, 4 grands thèmes de réflexion. D'abord, ceci d'ailleurs fait écho à ce que d'autres partenaires retrouvent dans leur propre pays. Quelque chose qu'on a vu notamment partout dans le monde occidental, et pas simplement dans l'Occident, mais parmi les alliés, notamment dans l'Indo-Pacifique, une convergence d'analyse, une convergence d'évaluation des menaces en cours, des grands enjeux. Et il y a donc 4 grandes tendances qui façonnent l'ordre international. Première grande tendance, les évolutions géopolitiques et géoéconomiques du simple fait des rapports de force où le déplacement se fait de la zone euro-atlantique pour se retrouver vers l'Indo-Pacifique, et ceci mesure simplement la puissance militaire et économique, mais également quelques anomalies dans les G20. Vous avez la montée de certains pays tels que l'Arabie saoudite qui ont développé dans leurs propres investissements, notamment militaires, une concurrence systémique. Et là, le mot systémique est choisi soigneusement. On n'a pas repris l'expression américaine qui parle de grande puissance. La concurrence non pas entre grandes puissances, mais systémique, c'est-à-dire entre des systèmes de gouvernement, mais également système technologique, système économique, avec une composante géopolitique dont il sera question plus tard, et puis une évolution technologique rapide. Le Royaume-Uni, d'ailleurs, et la France ont beaucoup travaillé, notamment sur la sécurité, la réglementation de l'intelligence artificielle. Et cela s'intègre, c'est la partie de cette discussion qui évolue le plus rapidement, notamment pour les questions de sécurité, mais également les grands enjeux transnationaux. Et alors là, c'est quelque chose dans la stratégie de sécurité nationale américaine. On parle du changement climatique, des migrations et de la criminalité transnationale et liée aux nouvelles technologies. Il y a de nombreux enjeux, de nombreux problèmes, mais le véritable enjeu, c'est de pouvoir allouer des ressources pour chacun des grands problèmes. L'élément géopolitique semble tellement précis, c'est-à-dire que chacun doit s'interroger pour savoir si nous mettons suffisamment d'accent sur l'aspect transnational de ces problèmes. En tout cas, c'est ici l'image générale. Et 2 grandes stratégies ont été élaborées. La première en mars 2021. Le contexte, je crois que c'était le mois mars 2021, la fin des négociations des accords de libre-échange entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui avaient du mal à définir leurs futures relations. Vous aviez une augmentation des dépenses au titre de la défense post-guerre froide, la fusion entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'aide extérieure et du développement extérieur. C'était l'année, donc, la première politique étrangère britannique post-Brexit et une période donc très, très active pour la politique étrangère britannique. Alors, ici, vous avez, si vous voulez, les grands piliers de la réflexion. Alors, le soft power, c'est-à-dire le pouvoir de persuasion plutôt que de contrainte. Alors, c'est difficile de mesurer le soft power, en fait. Mais il y a des éléments qui nous permettent de l'évaluer, et là on est au cœur de cela. Il y a une superpuissance du soft power en défense et en sécurité. Évidemment, disons que la puissance militaire se développe avec un budget qui se développe lui aussi, mais on voit d'ailleurs dans la presse britannique qu'il y a une réflexion sur la dépense au titre de la défense qui pose problème, aussi bien d'ailleurs en France qu'au Royaume-Uni. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, la science et la technologie et les avantages stratégiques en science et technologie deviennent une
disons, un objectif de sécurité fondamental. En fait, pas simplement fondamental, c'est le premier objectif de sécurité nationale de détenir l'avantage sur le plan technologique et scientifique. Et là, c'est vraiment un tournant, puisque il y avait des priorités différentes, mais là, aussi bien pour des raisons économiques que militaires, la question se pose. Et puis, à partir de là, vous avez un cadre stratégique qui s'appuie sur 4 piliers. Là, on essaie d'avoir une grande stratégie pour la Grande-Bretagne dans les années 20. Le premier objectif de la stratégie britannique est de maintenir un avantage stratégique grâce, justement, à la science et la technologie. Deuxième grand objectif de la stratégie britannique, la grande stratégie, c'est de partager ou de donner forme plutôt à l'ordre international de l'avenir. C'est-à-dire que voir ce que sont les menaces à l'ordre libéral international. Et là, il y a disons, une démarche plus, volontariste, notamment lorsqu'il y a des enjeux pour la Grande-Bretagne sur la sécurité de l'intelligence artificielle, sur les télécommunications, sur l'espace. Et là, l'idée, c'est de donner forme à l'ordre international. C'est une démarche peut-être plus modeste. La modestie n'est pas toujours le fort des Britanniques. Ensuite, renforcer la sécurité et la défense aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Et là, on pense au déplacement vers le Pacifique. Ici, noir sur blanc, on dit que l'OTAN et que la sécurité euro-atlantique resteront de loin l'accent fondamental de la sécurité et de la défense britannique. Ceci est écrit noir sur blanc. On a quelquefois tendance à l'oublier. Et puis enfin, cette notion de résilience, et là je sais qu'on en parle beaucoup également en France, renforcer la résilience aussi bien au pays qu'à l'étranger. Alors je vais sauter quelques diapos pour arriver à la conclusion de mon propos. En 2023, nous avons ajouté à cette Integrated Review, disons, une révision de cette stratégie qui, à part mes propres échecs peut-être en 2021, mais disons peut-être le fait que l'ordre international avait connu de nouveaux enjeux, de nouveaux défis géopolitiques qui étaient une source de préoccupation et dans la classe politique, chacun s'en préoccupait. Donc une révision avec un nouveau Premier ministre de cette revue intégrée qui est à la fois plus modeste dans sa démarche, mais qui relève le fait que les 4 grandes tendances qui ont été identifiées se sont amplifiées et posent de plus en plus de menaces. Donc le budget s'intéressait notamment à l'entreprise nucléaire et à l'arsenal, parce que dans un problème de la défense en Europe, d'ailleurs on pourra en parler pendant nos échanges, vous avez cet engagement d'atteindre 2,5% du budget alloué à la défense, même s'il n'y avait pas de montant fixé, mais cette question reste d'actualité. Et puis vous avez des capacités de faire face à la Chine, aux menaces, ou en tout cas aux enjeux que pose la présence chinoise, et notamment tout ce qui touche à la sécurité sur le plan économique. 2 observations pour conclure. Ce fut une période très active de la politique étrangère britannique depuis 2019, active, voire activiste, volontariste. Je citerai quelques exemples. On dit souvent, et on me disait lorsque j'ai commencé à conseiller le gouvernement en 2019, pourquoi ne pouvons-nous pas plus ressembler aux Français et être plus militants, plus proactifs. Si j'avais pu avoir mon mot à dire à l'époque, j'aurais dit que nous avons fait un peu comme les Français sur certains enjeux, une période donc volontariste. Mais deuxième point fort, et en particulier pour le Royaume-Uni, il y avait dans une large mesure un consensus bipartisan autour de la politique et des positions de foraine étrangère. Ceci, quand même, détermine dans une large mesure la grande politique lorsqu'il n'y a pas de division domestique, division intérieure. Il y a l'exemple de la guerre d'Ukraine qui est plutôt consensuel. Et puis ma propre expérience qui permettra d'éclairer un peu cette discussion, mais nous permettra également de voir comment les efforts en matière de politique étrangère pourraient être conduits à l'avenir. D'abord, dans ces grands moments stratégiques,
dans ces moments de grande stratégie, il faut tenir compte de l'importance de la planification. Les économies capitalistes libérales ont beaucoup de mal avec la planification, avec les économies planifiées, mais les enseignements, notamment de la période de l'entre-deux-guerres et la deuxième moitié du dernier siècle, nous montrent qu'il est important de savoir planifier et de se voir surtout contre ou en concurrence avec les pays qui n'ont pas les mêmes valeurs. La planification, la prévision est un élément essentiel d'une grande stratégie. On a du mal à le faire, on a du mal à planifier, on est probablement au pied de la colline, mais c'est un chemin que nous allons faire. J'étais déjà à Paris il y a 2 semaines pour le sommet tenu par le président Macron, et je vois qu'un peu partout en Europe, cette notion de grande stratégie, de planification a retrouvé toute sa raison d'être. On ne peut pas simplement se contenter de gérer le risque au quotidien. Il y a une concurrence à une échelle mondiale. Et puis ensuite, dans cette concurrence mondiale, les partenariats, parce que là, c'était souvent une cause de division. La Grande-Bretagne a affirmé l'importance des alliances, mais vous aviez certaines alliances, certains partenariats qui ont été difficiles, et je ne m'en cache pas, je n'en dirai pas plus, mais enfin, vous savez que certaines relations ont pu poser problème, certaines relations ont été brûlantes pour ce qui était de leur profondeur, pour ce qui est de leur engagement, mais il faut voir que lorsqu'on évolue vers des relations plus qualitatives, plus profondes dans les partenariats, en faisant intervenir la technologie, les échanges, le développement industriel et militaire, la relation anglo-française fait notamment intervenir l'arme et la technologie nucléaire. Donc une évolution ici dans les alliances et une réflexion pour conclure, la planification dans les grandes stratégies, même si elle est difficile, est essentielle. Et deuxièmement, si nous devions faire usage des 10 prochaines années de manière fructueuse, comparant la situation à la période de 1904 à 1914. Nous cherchions à l'époque des alliés, des partenaires et des alliés contre le risque de la guerre, et on s'est planté. Mais il y aurait une autre issue plus heureuse. Réimaginons, repensons la façon dont nous sommes capables de mobiliser des ressources lorsque nous avions une moindre part des ressources mondiales, la façon dont on peut co-créer dans les domaines de la concurrence, dans les domaines de concurrence stratégique. Si nous conjuguons nos efforts, alors nous pourrons peut-être célébrer quelque chose cette année lors du 120e anniversaire de l'entente cordiale, un succès dans l'art de conduire les affaires d'État, la diplomatie, la sécurité, pour éviter certaines des formes les plus déprimantes des prévisions qui nous sont assénées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'allais dire des compliments pour un parcours aussi complet et aussi pédagogique et aussi brillant de la position des réflexions stratégiques britanniques en les repositionnant pratiquement depuis 2 siècles, avec presque l'impression, quand on vous entend, Vous m'entendez pas ? Avec presque l'impression que finalement, on pourrait avoir fait une boucle, quoi. C'est l'éternel recommencement, et que maintenant, l'Angleterre étant davantage elle-même, parce qu'étant sans doute plus seule, peut rêver à rebâtir, comme elle l'a fait à d'autres époques, au 19e et au 20e siècle, le monde du 21e siècle. Merci, c'était vraiment très pédagogique, très brillant. Je pense que tous les étudiants ici ont apprécié les perspectives historiques, la capacité à recontextualiser les choses. Alors, moi, je vais avoir peut-être pour commencer l'échange qu'on va avoir ensuite avec la salle, qui va vous amener sans doute sur plusieurs sujets d'actualité. Le premier, c'était sur le titre « Global Britain in a Competitive Edge ». Est-ce que ce n'est pas plutôt la recherche de la compétitivité britannique dans un monde global, en réalité? C'est-à-dire que le projet, il est peut-être l'inverse. La prétention à la globalité est moins forte que l'espoir de la compétitivité retrouvée en jouant dans son propre couloir. Et pas... Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il ne faut pas intervertir l'ordre des facteurs dans le titre même de la revue? Est-ce que
pour la Grande-Bretagne, dans un monde qui s'est globalisé, la compétitivité n'était pas justement de créer un chemin plus propre, plus le sien, avec des outils diplomatiques, des atouts nombreux, justement, pour affronter le monde futur. Alors, parmi les questions, on voit bien, ça a été très, très intéressant dans la formation d'une doctrine, une grande stratégie britannique, comment il y a toujours eu l'envie, le projet de modéliser le monde dans l'équilibre des nations, dans le projet de la SDN, dans l'influence aussi à l'ONU. Et donc aujourd'hui, dans cette période, je dirais, qui manque tellement de repères, où on voit bien que quand même les organisations internationales sont en difficulté, je dirais, quel est le rêve de grande stratégie britannique pour mieux réguler le monde, pour mieux équilibrer les choses, éviter qu'on ait aussi souvent qu'aujourd'hui la tendance au recours à la force. Le deuxième, c'est après le Brexit, je dirais, si tout restait pareil, si tout était égal par ailleurs, on voyait bien la voie que voulait avoir le Royaume-Uni. Mais là, la pression de la guerre en Ukraine pousse à des intégrations qui sont plus ou moins bien faites. Il suffit de voir quelquefois la cacophonie qui règne en Europe, mais une intégration qui se fait. Et est-ce que la manière dont elle se fait est encouragée par le Royaume-Uni? Est-ce qu'au contraire, le Royaume-Uni voit dans certaines formes d'intégration un danger ou le risque de rester à côté de ce projet européen? Et puis le troisième, parce la dernière fois, avant vous, il y avait le professeur Akiyama qui était là, on a parlé de nucléaire. Et c'est vrai qu'il y a en France beaucoup de débats autour de la force de dissuasion, autour de ce troisième âge nucléaire, à cause évidemment, et encore récemment, des gesticulations de Poutine. Comment le Royaume-Uni envisage le rôle de sa propre dissuasion et plus généralement la contribution des armes nucléaires à la stabilité internationale ou au contraire à un renforcement de l'instabilité? Ça fait peut-être 3 lourdes questions, vous y répondez un peu comme vous voulez, mais voilà, on voit bien la global stratégie, donc le problème de l'ordre international, le problème de l'ordre européen et le problème de l'ordre stratégique. Thank you, Louis. Merci, Louis. Et j'ai une tâche quasi impossible de répondre à ces questions. Mais tâchons d'y répondre. Cette notion de globalisation et la relation du Royaume-Uni avec les projets européens et la question de la dissuasion nucléaire. D'abord, première question où vous évoquez, sur le plan politique, chacun se retrouve dans le même dilemme. D'un côté, vous avez une réaction à un certain type de globalisation qui entraîne des effets politiques profonds sur nos régimes, sur nos démocraties. Et deuxièmement, une version de la globalisation qui, disons, est moins apaisante qu'on pourrait le penser. Et je ne dis pas que Fukuyama s'est complètement trompé sur la fin de l'histoire, même si sur le plan académique, c'est quelque chose de très banal. Mais pour citer l'idée de Robert Kaplan, il y a, disons, une certaine claustrophobie liée à notre proximité à la globalisation, c'est-à-dire que nos intérêts, nos peuples sont les uns sur les autres et la planète se surpeuple littéralement. Donc ça, c'est le grand dilemme de la stratégie. Mais la stratégie britannique de 2021-2023 part de l'idée assez simple qui est héritée de la grande stratégie précédente. Il est dans l'intérêt de la Grande-Bretagne d'avoir un système d'échange libre et ouvert et
Et cette perspective répond un petit peu d'ailleurs à votre deuxième question. Ceci est rendu encore plus vif par le fait que, dans les échanges avec le Japon, la Corée du Sud, le Canada également, ou le G7 ou le groupe des 10, des idées qui vont au-delà des grands blocs qui décident de la réglementation. Au-delà de tout cela, le principe de sécurité associé à la liberté des échanges est au cœur de l'intérêt national britannique. Autrement dit, l'idée est d'être suffisamment robuste pour reconnaître qu'il y a de grands enjeux liés à la mondialisation, mais il faut en préserver ce qui est dans l'intérêt de chacun. Ce n'est pas un dilemme qui ne concerne que le Royaume-Uni. Et puis deuxièmement, on ne sait pas nécessairement ce que serait la position britannique par rapport à l'Europe. Là, vous avez une question qui se pose d'ailleurs justement pour l'Union européenne et qui se posera à long terme. Quelle sera cette relation? Peut-on imaginer des puissances militaires alliées qui pourraient, avec disons des enjeux partagés, partager également leurs ressources? La question se posera toujours, puisque, et là pour reprendre une idée là-dessus, le Royaume-Uni aurait tendance à être en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans le giron de l'Europe. Alors là, je vais zapper sur la période de Tony Blair, mais la grande stratégie à l'époque, et pendant les années 90 et 2000, c'était l'élargissement de l'OTAN quand même. Et puis, sur le plan nucléaire, alors je ne pourrais pas dire en quelques mots toute cette politique, on pourra en parler peut-être plus longuement, mais disons que le débat est très actif, très vivant au Royaume-Uni, où toutes ces notions de dissuasion et d'investissement dans le nucléaire pose question. Au Royaume-Uni comme en France, on se rend compte que la démarche nucléaire est une démarche nationale et que certains des efforts qui auraient dû y être consacrés se sont quelque peu atrophiés. Mais la grande différence, et là, il y aura une véritable conversation qui pourrait se faire, la dissuasion britannique est livrée en quelque sorte à l'OTAN comme une donnée, alors que du côté français, il n'en va pas de même. Alors, les questions, tout d'abord les étudiants, monsieur là-haut, vous peut-être. Commençons par Albéric qui a le micro et vous l'aurez juste après. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez mentionné donc le porte-avions que le Royaume-Uni a. Effectivement, on en a un aussi en France. Et on a aussi des sous-marins nucléaires qu'on était censé vendre à l'Australie et qui finalement a préféré se tourner vers les États-Unis et le Royaume-Uni dans le cadre de l'alliance AUKUS. Et donc je voulais vous demander, est-ce que les États européens peuvent développer des partenariats stratégiques pérennes avec le Royaume-Uni quand ils savent qu'ils seront toujours que second best derrière l'Alliance Atlantique? Merci. Merci, je vous en prie, attendez un peu. Allez-y. Hi, Professor. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant l'armée britannique. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs cas de hausse des dépenses militaires au Royaume-Uni, mais l'armée britannique est aux prises avec plusieurs problèmes de main-d'œuvre, de ressources, de moyens et de préparation. Pouvez-vous nous détailler ce qui est fait pour essayer de trouver des solutions pour répondre à ces problèmes? Et deuxième question, concernant le pivot asiatique de la Grande-Bretagne, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça se compare aux politiques françaises et américaines dans la région? Il avait levé la main en premier, puis on laisse répondre, et on prend comme ça des questions par cycle de 3. Thank you very much, sir, for... Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très éclairante mais concise. J'aimerais vous poser une question concernant une des questions que vous avez posées, savoir si c'est le moment de redéfinir les intérêts nationaux britanniques, et le fait est que vous n'avez pas mis sur votre liste des périodes activistes de la politique étrangère, c'est l'Arctique et les préoccupations dans l'Arctique concernant l'écart en Grande-Bretagne, Groenland, Islande, et quelles sont les perspectives de long terme stratégiques dans l'Arctique et des conseils pour la France qui, c'est encore une question tout à fait réduite pour la France et ses intérêts.
l'Atlantique en passant par l'Océanie. Ou en commençant. Alors, l'avantage qu'il y a à prendre 3 questions en même temps, c'est que je peux éluder les questions un peu plus polémiques. Non, je n'ai pas évoqué l'AUKUS, c'est vous qui l'avez fait, monsieur. Mais la question était de savoir si les pays européens peuvent se lancer dans des partenariats industriels de défense avec le Royaume-Uni, étant donné que l'Alliance Atlantique va toujours prévaloir. Je crois qu'il y a d'innombrables exemples de cela. Et la relation franco-britannique. Et puis il y a l'usine Enlow de Belfast qui dépend d'une entreprise en partie française. Et puis il y a beaucoup de partenariats industriels. Il y a énormément de projets, de nombreux exemples de ce type. Et puis il y a de plus grands débats dans l'industrie de défense européenne concernant le Buy American Act et puis la mesure dans laquelle l'Union et l'encouragement de certains États membres et les prudences de certains autres encourageraient à développer un propre complexe industriel de défense en Europe. C'est une question tout à fait complexe qui n'a pas de réponse tout à fait facile. Si vous regardez, il y a un point de vue allemand, un point de vue danois, et pas vraiment de point de vue unifié. Et non seulement il peut y avoir une coopération industrielle de défense approfondie, c'est nécessaire dans la période à venir. Mais je ne crois pas que cela devrait empêcher des initiatives de développement Buy American, Buy British de ce genre, et ça ne vient pas saper l'OTAN, cela vient plutôt soutenir l'OTAN également. Une deuxième question concernant les effectifs, la préparation des forces armées britanniques, c'est un débat tout à fait vif, c'est même une litote, et cela fait les gros titres depuis des semaines, et c'est ce qu'a dit le secrétaire à la Défense britannique. Et il va y avoir un discours au Parlement ces prochaines semaines. Donc, ce serait difficile pour moi d'en parler. Mais pour que vous le sachiez, il y a des décisions sur les capacités dans tous les projets de modernisation. Et il y a des personnes qui sont de bien meilleurs experts que moi pour ce faire. Mais comme dans toutes les nations européennes, il y a des questions sur le fonctionnement des marchés publics de défense, du recrutement, comme vous l'avez dit. Et ce sont des problèmes que l'on trouve en Angleterre, mais pas seulement. Et puis, le pivot vers l'Indo-Pacifique, notre stratégie est extrêmement claire, en noir sur blanc. Il y a l'Euro-Atlantique, c'est notre domaine principal, et puis avec une composante arctique là-dedans. Mais c'est là aussi, a dit, concernant l'Indo-Pacifique, ça a été une période assez active, avec des accords de libre-échange avec l'Australie. Vous pouvez évoquer le bien fondé économique de cela ou pas. Il y a eu le partenariat transatlantique progressif et global, et qui a une certaine importance pour le Royaume-Uni et l'importance du Royaume-Uni dans ce domaine. Il y a les porte-avions qui ont été envoyés par un groupe de porte-avions qui a été envoyé dans la zone en 2003. Il y a l'AUKUS, dont j'ai parlé. Mais il y a aussi le programme GCAP, Global Combat Air Programme, avec le Royaume-Uni et le Japon. Il y a l'accord d'Hiroshima, avec un devoir de consultation entre le Royaume-Uni et le Japon. C'est la relation de défense la plus forte que l'on a eue. Et on a eu aussi cela avec la République de Corée lors d'une visite d'État avec un engagement semblable. Donc ça a été une période assez active. Et ce que l'on a dit en 2023, c'est que l'on a atteint nos objectifs dans la plupart des mesures. La question qui se pose dans l'Indo-Pacifique est que sur la base de ces engagements, y compris les statuts de partenaires dans les dialogues, est-ce qu'il va y avoir un engagement constant? Et puis, donc ça a été une période active, mais ça n'est pas vraiment une forte poussée. Parfois, on le représente mal. Donc la stratégie, c'est l'Euro-Atlantique, l'Indo-Pacifique, le Golfe et le Moyen-Orient. Ce sont les 3 domaines d'accent prioritaires. Et puis, dans l'Arctique, c'est une très bonne question. Nous avons fait beaucoup de choses avec la force expéditionnaire conjointe. Le Royaume-Uni est
fortement élevé dans le Grand Nord. Il y a un débat sur la défense très fort qui dit que l'Arctique va avoir de plus en plus de prépondérance stratégique. Et puis il y a des traités et des opérations qui doivent être respectées. Il faut prendre garde à cela. Donc dans le Grand Nord, qui n'est pas non plus tout l'Arctique, c'est dans notre stratégie nationale, c'est une zone d'importance croissante. Nous avons publié une stratégie et puis la question plus large dans de nombreux domaines. Est-ce que l'on pourra en faire plus avec nos partenaires? Ça s'applique à tout ce que j'ai dit concernant les forces terrestres et puis l'Indo-Pacifique, l'Euro-Atlantique, etc. Et puis, je n'enseigne pas depuis 5 ans et je suis vraiment impressionné par le niveau de vos étudiants. Ça me donne envie de retourner enseigner. On ouvre largement. Alors, allez-y, derrière. Ensuite, là-haut, j'ai vu M. Dallison. Et je ne vous oublie pas. Qui commencez? Oui, bonsoir, merci. J'ai 2 questions très académiques. Je ne sais pas si vous viendrez enseigner l'an prochain à la Sorbonne pour compléter votre brillant cursus. Bon, dans tous les cas, je vais essayer d'en profiter un maximum aujourd'hui. Alors pour vous, quelle est la méthodologie à suivre pour faire une bonne recherche historique? Commencer par identifier les acteurs, identifier les dates importantes, partir d'elles pour bâtir, contredire. Est-ce que vous avez un canevas, un système que vous utilisez pour les aborder? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quelle est pour vous la méthodologie à suivre pour analyser la grande stratégie d'un acteur? Est-ce que vous avez un canevas aussi, un système que vous utilisez pour aborder? Merci. C'est en tout cas, je suis sûr que la réponse vous sera, j'en suis sûr, extrêmement utile. Alors, Monsieur Dallison. Well, thank you very much for... Merci beaucoup pour votre conférence éclairante. Monsieur, j'ai une question concernant la politique étrangère britannique post-Brexit. Et en fait, ce qui me préoccupe plus, ce sont les conséquences du Brexit dans les yeux des autocrates, tels que par exemple Poutine ou Xi ou Erdogan. Est-ce que le Brexit a peut-être sapé ou affaibli la dissuasion européenne qui a inévitablement entraîné l'invasion russe de l'Ukraine? Il n'y a peut-être pas de responsabilité, mais aux yeux d'un autocrate, de voir l'Europe divisée, ça aurait pu contribuer à la certitude ou à la volonté d'agir. Il y a là une question, là, oui. Et le prochain cycle de questions sera ouvert à tout le monde. Allez, allez-y. Thank you very much. Merci beaucoup. Ma question porte sur les différences entre les points de vue civils et militaires sur l'OTAN, entre la France et la Grande-Bretagne. On voit cela, par exemple, dans la stratégie de biodéfense et de santé. En fait, il y a des convergences entre l'OTAN et l'UE, l'Union européenne. Mais en quoi la Grande-Bretagne participe-t-elle à cela? Parce qu'en France, nous avons sauté ce point parce que nous essayons de nous isoler des initiatives civiles de l'OTAN. Donc, en quoi la Grande-Bretagne participe-t-elle aux convergences entre l'UE et l'OTAN? De très bonnes questions et merci beaucoup pour votre question de recherche historique. Je sais que ce sont de bonnes questions. Comment mener une bonne recherche historique? Donc, la réponse très académique serait d'essayer d'aborder cela sans préjugés et entièrement avec une évaluation scientifique des faits, mais ça, c'est inconcevable. Donc, il faut aborder l'histoire. On peut aborder l'histoire du point de vue de sa valeur pour le monde contemporain, du point de vue matériel. Donc, il n'y a pas de science parfaite de l'histoire, mais il faut faire cela avec suffisamment de rigueur, d'autocritique et d'évaluation des faits pour développer une théorie plausible. Ça, c'est la théorie universitaire de l'histoire. Et puis, il peut y avoir aussi l'argument d'opposition et de polémique. C'est important aussi pour les dirigeants, mais là, il faut être œcuménique dans ces outils d'analyse que l'on projette. C'est en cela que l'analyse historique est différente des autres. Mais il y a plein d'historiens qui s'opposent à cela. Alors, est-ce qu'il faut analyser les acteurs de la grande stratégie? Eh bien, il faut écouter ce qu'ils disent
et voir leur grand récit national pour voir s'ils prennent cela au sérieux. Il faut évaluer il ne faut pas protéger son propre interprétation. Les nations agissent avec leur sens de l'identité, leur sens de la mission, parfois fondé sur une mauvaise évaluation de l'histoire, parfois fondé sur d'anciens griefs à l'égard d'autres nations. Mais comme vous avez un monde plus concurrentiel avec des autocrates, etc., qui exposent leur grande stratégie de façon plus explicite, il y a eu une profusion de périodes de grandes stratégies qui ont commencé et vous pouvez partir de là et ensuite travailler à rebours. Là, je ne vais pas devenir trop politique concernant le Brexit, mais la question était de savoir si le Brexit a encouragé les autocrates, par exemple, à aller envahir l'Ukraine. Je ne crois pas qu'il n'y a aucune preuve de cela. Si tel était le cas, on évaluerait ça probablement comme étant un mauvais calcul parce que le Royaume-Uni est très actif dans son soutien de l'Ukraine jusqu'à l'invasion et après cela, et donc alors ça n'aurait pas été un très très bon calcul si tel avait été le cas, mais en tout cas il n'y a aucune preuve de cette erreur de calcul. Et puis une très bonne question concernant l'OTAN et l'alliance et les initiatives. C'est plutôt une question à poser à la France de ce côté-là. Et il y a une position américaine, savoir quelle est la meilleure synchronisation possible entre l'Union européenne et l'OTAN. Mais pour répondre à la question de monsieur concernant les projets industriels de défense, ça, c'est la grande question stratégique des 5 à 10 années à venir. Pas simplement la question OTAN-UE, mais de savoir quand on a des budgets de défense en croissance dans toute l'Europe, là, est-ce qu'il y aura une plus grande pression des États-Unis? Et donc, ça, c'est une continuité par rapport à l'ère Obama, exprimée différemment. Mais avec cette hausse des budgets, je ne me rappelle pas le pourcentage exact, mais il y a une grande majorité des dépenses de l'OTAN, si on les calcule entièrement, cela provient de pays en dehors de l'UE, Royaume-Uni, États-Unis, Turquie, qui représentent une grande partie de tout cela. Donc, ça, c'est une question de la sécurité européenne posée différemment depuis 1945, le plan Marshall, la création de l'OTAN, mais c'est simplement qu'il y a eu pas mal d'évolutions, et il y aura peut-être encore pas mal d'évolutions dans les 5 à 10 années à venir, mais là, il faut peut-être trouver des dispositifs créatifs dans la coopération industrielle de défense, peut-être une possibilité de prospérité, mais il n'y a pas de réponse facile, en fait. Voilà la réponse que j'apporterai. Donc les étudiants ont tous, grâce à votre camarade, eu la recette pour avoir rédigé des mémoires et des thèses parfaites et avoir probablement leur premier livre considéré comme Book of the Year du Wall Street Journal et du Spectator. Merci beaucoup. Je crois qu'on va tous vous remercier. Et de la question, on élargit un peu le champ des questions en dehors des étudiants. Donc tout le monde est bienvenu à poser des questions. Alors levez la main. Je vois Madame Niesotto, monsieur, et monsieur là-haut. Alors, on commence par Nicole Niesotto. Avant de poser des questions, je suppose que les étudiants sont souvent plus difficiles que le public, mais bon, ça reste à voir. Merci beaucoup. Merci d'attirer l'attention sur le fait que dans des périodes de grands troubles, il vaut mieux avoir une grande stratégie qu'une stratégie de courte vue. Donc ça, je suis complètement d'accord. Ce qui m'a manqué dans votre intervention, c'est que peut-être vous l'avez faite, mais que vous n'avez pas eu le temps de le dire, mais c'est qu'à chaque fois que vous nous avez exposé les grandes stratégies de l'Empire britannique puis de la Grande-Bretagne, vous ne nous avez pas fait le bilan, c'est-à-dire lesquels ont été des échecs et lesquels ont été des succès. Par exemple, d'un point de vue français, on considère que la grande stratégie de Churchill a été un immense succès, que cet homme était un génie visionnaire. On n'a pas le même sentiment sur d'autres périodes de l'histoire récente de la Grande-Bretagne, en particulier en 2016, mais bon, vous nous le direz. Ma deuxième question est plus précise, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir... j'aurais aimé avoir non seulement une grande fresque sur les grandes stratégies britanniques, mais un bilan
Parfois, vous avez eu raison, parfois, vous avez eu tort, comme tout le monde, mais au moins de savoir quel est, à votre avis, les moments où ça n'a pas marché. Ma deuxième question est plus d'actualité. Vous avez dit au tout début de votre introduction, je crois, une phrase disant que la grande stratégie doit regarder après la guerre et doit regarder la paix qui vient après la guerre. Et donc, ma question est, quelle est aujourd'hui la grande stratégie des Britanniques pour la paix après la guerre en Ukraine? Merci. Merci, monsieur. Merci pour l'altitude de votre conférence. Comme vous le savez, les Européens, en ce moment, sont un petit peu inquiets du scénario de l'élection de M. Trump et de son tropisme isolationniste. Et comme vous le savez aussi, des scénarios sont faits où si M. Trump, sinon se retire de l'OTAN, du moins diminue sa participation, eh bien il faut que les Européens se renforcent en termes de capacité de défense. Compte tenu de votre alliance prioritaire avec les États-Unis, est-ce que vous pensez que ce retrait partiel de M. Trump concernera uniquement l'Europe ou est-ce qu'il peut toucher également le Royaume-Uni? Merci. Alors, monsieur. Thank you, Professor. Merci, professeur. Vous, à un moment pendant votre intervention, je crois que c'était juste après la perte de l'Amérique, vous avez parlé du fait qu'il avait fallu lutter également contre la corruption, l'un des problèmes dans l'histoire britannique. Que pensez-vous du rôle de la criminalité organisée dans la grande stratégie? Là, on parle des États défaillants, on parle de la corruption, on parle d'énormes sommes de monnaie qui sont stratégiques et qui sont déplacées dans le monde entier. Comment pensez-vous que cela joue avec le rôle des responsables politiques dans la formation des grandes stratégies? Brilliant questions. Mais des questions géniales. Alors, je vais essayer de... Une très très bonne question, madame. Donc, je vais tenter d'y répondre. Il y a 2 périodes d'échec dans la grande stratégie, mais n'oubliez pas non plus que dans mes livres, j'ai écrit la biographie du vice-premier ministre de Churchill, et Churchill est allé à l'encontre de ce que disaient ses généraux. Churchill s'est attiré beaucoup de problèmes entre 40 et 42, et on a parlé de le remplacer, et il a été jeté sans cérémonie en 45 par l'électorat britannique. Donc, rien n'est éternel en ce monde. Et d'ailleurs, Attlee aussi, qui l'a remplacé, mon héros politique, a dit que Churchill était un génie du côté de la grande stratégie. Mais bon, la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale en est un exemple. Et c'est là que, en tant que grand stratège, il faut se poser la question des périodes où on a été responsable de la politique d'apaisement. Et donc, on a fait ça avec les meilleures intentions, avec les meilleures raisons. On pensait que la mobilisation pourrait créer des dislocations et des perturbations sociales nationalement, et donc peut-être que les coûts pourraient être supérieurs aux bénéfices. Et donc, on a fait cela de façon fondamentale sur la base d'une lecture élargie de l'histoire. Chamberlain, par exemple, avait lu ce qu'avaient fait Castlereagh et Canning aussi au XIXe siècle. Et il y a eu un débat, comme on l'a dit, selon lequel la paix de Wilson, une paix créée sans l'Amérique en 1919, a été comparée à la paix de 1815, à savoir un désastre. La paix de 1815 est une paix des grandes puissances, et la critique en est que cela réprime les mouvements démocratiques libéraux qui ensuite se sont diffusés. Et 1919 a visé à trouver une paix différente qui protège l'autodétermination, mais au milieu des années 30, cet argument a été battu en brèche. Donc il y a eu des périodes où on cherche à avoir des analogies historiques et
Régis Debray disait que 9 erreurs politiques sur 10 viennent de l'analogie. 9 erreurs politiques sur 10 viennent de raisonnement par analogie, du fait d'essayer de tirer les enseignements de l'histoire. On peut avoir éminemment conscience des conséquences de l'histoire et pourtant ne pas être à la hauteur du moment. Et donc, bon, ça n'est pas la seule réponse à cette question, mais quand même. Donc l'apaisement et puis la période qui a précédé 1904-1914, cette période de 10 ans, il y a beaucoup de débats historiographiques animés sur ce qui s'est passé et donc le fait que la Grande-Bretagne est tombée de cette position de splendide isolement et cherchait à établir des partenariats et des alliances sans vraiment trouver la bonne solution. Alors, la grande stratégie britannique n'est qu'une partie du tableau. La stratégie allemande en est une autre. Il y a eu de mauvais calculs, etc. Mais toutes les grandes puissances essayaient de trouver des partenariats. La Convention de La Haye de 1907, énormément de bonnes intentions, d'exemples historiques, mais cette mesure a échoué. Donc la diplomatie, la prudence, la sagesse, le bon discernement, à l'époque où l'on prend ces décisions, ce sont les meilleurs éléments. Et la question de savoir si la grande stratégie de Clinton a échoué, est-ce que la grande stratégie de George W. Bush a échoué dans la guerre contre le terrorisme? Alors je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là qu'il faut commencer, de voir quelles sont les critiques qui sont énoncées contre des stratégies. Ensuite, question suivante. Le projet après la guerre en Ukraine, pour la paix. Ah oui. Alors, on peut aussi simplifier ce qu'il se passe pour soutenir le Royaume-Uni. La position britannique, et c'est fortement la position des alliés européens, de nos partenaires, est d'aider l'Ukraine a résisté à l'agression et à redessiner les frontières territoriales. Le débat français est fascinant sur cela. Alors, je ne vais pas mettre des mots dans la bouche du président Macron sur savoir ce qu'il envisage et ce à quoi il réfléchit, mais c'est assez stratégique. Ce qu'il s'est passé aux premières phases, c'est qu'on a essayé de trouver des règlements géographiques sur la base de l'histoire. Il y a eu 2 essais de Kissinger au début qui parlaient du fait que la Crimée pourrait être... Et ensuite Kissinger a dit qu'il fallait abandonner la Crimée ou d'autres régions, et puis ensuite qu'il fallait que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc, quel que soit le résultat de la guerre, il n'y a pas... Il y a de solutions idéales, mais on travaille avec nos partenaires, nos alliés et amis, et c'est un partenariat et un débat qui sont vifs dans toute l'Europe et en Amérique, mais on ne peut pas dire voilà comment on voit la situation d'après-guerre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en plein flux. Ça n'est peut-être pas une réponse satisfaisante, mais en tout cas, elle est franche. Et puis, il y a la question une question sur la criminalité organisée. Et l'élection de Trump. Ah oui, voilà, c'est ce que j'essayais d'éluder avec application. Alors là, vous m'avez eu. Bon. La relation américano-britannique de sécurité est profonde et structurelle. Si Churchill a eu un grand héritage stratégique, c'est exactement cela, fondé sur le renseignement, sur le nucléaire, sur l'opérabilité de nos forces armées de façon vraiment approfondie, avec beaucoup de tissus conjonctifs. Donc, au Royaume-Uni, on se félicite de cette relation et je vais éviter de faire les gros titres avec ce que je pourrais dire. Pour savoir s'il y a une question stratégique plus large pour l'Europe et ou l'OTAN concernant sa propre défense, oui, bien sûr, mais on pourrait dire que c'est un argument qui a été posé de façon assez vive depuis la période du président Obama. Et si vous prenez toute l'histoire américaine pendant le XXe siècle, on trouve autant de préoccupations qui ont été posées exactement quant à cette question. Kissinger, en 2014, décrit l'Amérique comme étant la superpuissance ambivalente. C'est un fait de la vie stratégique et c'est encore plus profond au Royaume-Uni, mais il faut trouver son chemin dans cela. Mais bon, Kissinger l'a dit concernant la période Obama.
Donc j'ai évité de dire quoi que ce soit qui soit trop explicite quant à cela, mais nous nous rendrions pas service si on était excitable du point de vue politique dans l'immédiat, mais je pense que cette réponse n'est pas satisfaisante. Et puis, concernant la question sur la délinquance organisée, vous avez complètement raison. Dans notre grande stratégie, j'avais cela dans notre grande stratégie de sécurité et j'ai mis qu'on se concentrait sur la criminalité organisée et la délinquance grave. Et donc, la communauté de la sécurité disait que c'était l'une des enjeux transnationaux principaux qui était un énorme défi, un défi profond pour le Royaume-Uni. C'est vraiment le problème du jour dans bon nombre de capitales européennes, vous en avez parlé, et ça se recoupe le problème des migrations et le rôle des gangs criminels dans l'immigration. Et puis, il y a des tentacules, des ramifications avec les États autocratiques. Donc, en fin de compte, c'est un domaine où la coopération européano-britannique pourrait être développée encore plus de façon fructueuse. Mais bien sûr, si vous parliez de tout cela pour renforcer la sécurité du Royaume-Uni, la moitié des stratèges opineraient du chef avec vous pour dire qu'il faut protéger ceux qui peuvent frapper nos citoyens, notre économie. Eh bien, la délinquance organisée a un rôle direct. D'autres questions? Par les questions sur Internet, les internautes? Oui, alors une question sur Internet est: de quelle manière la Grande-Bretagne prend en compte les volontés indépendantistes écossaises lorsque l'on connaît l'importance des côtes écossaises dans la politique de dissuasion nucléaire de la Grande-Bretagne? Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, je t'en prie. Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. J'avais une question justement aussi sur l'aspect dissuasion nucléaire. Dernièrement, la Grande-Bretagne a vu sa crédibilité technico-opérationnelle questionnée, notamment depuis l'échec du dernier missile Trident tiré dernièrement, et également par la difficulté des Astutes à sortir des ports britanniques. Quelles sont les perspectives que la Grande-Bretagne explore pour essayer de remettre sa force océanique au rang de la capacité américaine ou française? Merci beaucoup. Une question, une autre question? Oui, monsieur là-haut. As you have briefly mentioned, vous avez évoqué brièvement la guerre contre la terreur et je me suis demandé quelle est l'approche britannique ou les approches britanniques sur le plan de l'intervention militaire après son expérience, disons cette expérience controversée en Afghanistan et en Irak. Très bien. Alors, essayons de répondre rapidement. La première question sur l'Écosse. Et le lien de l'Écosse avec la dissuasion nucléaire, il faut voir où vont les investissements. L'investissement britannique en Écosse n'a fait que s'accroître depuis quelques années, à telle enseigne que, bon, dès lors que l'investissement est là, on peut se dire qu'il y a bon, la question de l'indépendantisme écossais restera sur la table bien après mon départ. Pour ce qui est des échecs nucléaires, enfin, dans les essais nucléaires récents qui avaient échoué, je ne peux que vous renvoyer à la déclaration du ministre britannique de la Défense. Enfin, pour la troisième question sur la guerre contre la terreur et l'intervention de la Grande-Bretagne dans des théâtres militaires, c'est vrai que la Grande-Bretagne a été associée à la réponse antiterroriste en Irak et en Afghanistan et a publié des rapports publics. Il y avait le rapport de Joe Court
qui souligne que la coordination au Conseil de sécurité était censée renforcer la coordination entre d'une part les interventions sécuritaires, d'autre part le développement économique. La stratégie de sécurité britannique a vu réduire la probabilité d'une intervention directe du Royaume-Uni dans le théâtre des opérations. Cela étant, l'Occident dans son ensemble est en train de se réorienter. La critique des États-Unis est de plus en plus entendue en Europe, c'est-à-dire qu'après le 11 septembre, et là, la France et la Grande-Bretagne se rejoignent puisqu'elles ont l'une et l'autre subi des attentats terroristes sur leur sol, à telle enseigne, là encore, que la face de la nation en a été changée. Maintenant, pour revenir à la question de la criminalité organisée, il y a des domaines de sécurité qui concernent aussi bien d'ailleurs la France que la Grande-Bretagne, la cybercriminalité, il y a d'autres formes de criminalité qui peuvent menacer directement les populations, même si dans d'autres régions le risque semble plus faible. Dans une réflexion de sécurité nationale, on se rend compte que la géopolitique a tendance à revoir du tout au tout les politiques. Ça ne veut pas dire que les menaces aient changé. La criminalité organisée reste bien sûr d'actualité plus que jamais, mais le changement climatique, l'immigration sont également deux grands enjeux qui viennent, si vous voulez, rendre la donne encore plus complexe. Tout ça fait qu'il n'y a pas de réponse facile pour dire que les priorités doivent être ici ou là. Alors, monsieur, oui, monsieur, je vous en prie. Ensuite, il y a une question d'un internaute, c'est ça? Non, d'accord, très bien. Et Madame Nesotto, je suis désolé, je ne peux pas abuser. Allez-y, monsieur. Bien. Ma question porte sur des coopérations industrielles dans le domaine de la défense entre votre pays et les pays de l'Union européenne en général, et plus particulièrement avec la France, à savoir, dans le passé, des coopérations ont existé, elles ont abouti à des succès. Nous essayons effectivement du côté français de nous rapprocher d'un certain nombre de partenaires en Europe, notamment de l'Allemagne, pour faire aboutir des projets. C'est très long, j'oserais même dire que c'est assez pénible et décevant. Est-ce qu'il serait possible d'envisager que dans ce domaine-là, la France et la Grande-Bretagne reprennent des relations beaucoup plus approfondies pour aboutir à des projets communs? Je vous remercie. De nouveau, parce qu'il y a des projets évidemment qui existent, notamment autour de MBDA et du SCALP. Monsieur Gasquet. Oui, donc on n'a pas encore parlé du continent africain, alors que donc depuis le Brexit, le Brexit devait s'accompagner d'un réengagement en Afrique subsaharienne, et il semble que le continent africain, les relations entre la Grande-Bretagne et le continent africain tendent à se dégrader entre l'inflation stratégique vers l'Indo-Pacifique, la guerre en Ukraine et une baisse de l'aide au développement. Alors qu'un tiers du Commonwealth est composé de pays africains, est-ce que mettre l'Afrique au second plan de la politique étrangère britannique, c'est pas un peu aller à l'encontre de la stratégie Global Britain et voire laisser la porte ouverte aux stratégies d'influence d'autres puissances comme la Russie ou la Chine? Merci. Nicole, tu voulais... Si j'ai le oui, temps. vas-y. Une dernière question pour vous. Vous avez dit dans votre conférence, à la fin, que le maintien du libre commerce, le free trade, était un intérêt stratégique fondamental pour le Royaume-Uni. Or, on voit que le free trade est remis en cause aussi bien en Chine qu'aux États-Unis par un protectionnisme qui augmente. Et que ce soit Trump ou Biden, il y aura de nouveau cette partie protectionniste dans le commerce américain.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit que l'intérêt national de la Grande-Bretagne serait aussi de shaping l'ordre international, cette volonté de framing l'ordre international. Le problème, c'est que les nouvelles règles qui seraient nécessaires aujourd'hui, par exemple sur le numérique, sur le digital, sont faites par l'Union européenne, pour l'instant. Et vous n'y êtes pas. Comment vous conciliez ces deux choses, un protectionnisme qui est contre l'intérêt national de la Grande-Bretagne et des nouvelles règles de gouvernance qui sont faites par une instance que vous avez quittée? Comment vous réagissez à ces deux problèmes? Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. La question sur l'Afrique était une question en ligne, il me semble, et qui interrogeait la politique britannique après le Brexit et notamment les investissements en Afrique qui ne se sont pas concrétisés. Alors, je me rappelle avoir été associé aux affaires en 2019. Enfin, l'une des premières choses que le gouvernement Johnson avait fait était de justement revoir la politique d'investissement en Afrique et dans le Commonwealth en général. Donc, la question n'a pas été oubliée, loin s'en faut. Pour ce qui est de l'investissement, c'est une partie de l'histoire, mais il y a également des aspects sécuritaires, et notamment en Afrique subsaharienne et ailleurs. Alors, la réponse se trouve dans le fait que vous avez, disons, que la montée croissante et la proximité avec certaines menaces géopolitiques qui, évidemment, ont, disons, monopolisé un petit peu l'attention britannique. Frank Gavin a écrit un livre à ce sujet disant que si l'on regarde la réaction au Covid, à la crise du Covid ou au changement climatique, les gouvernements occidentaux n'ont pas su être à la hauteur des défis et il y a également des enjeux de sécurité nationale. Donc en vérité, la réponse est que les ressources sont limitées et sont fléchées vers les questions prioritaires. La grande discipline pour les décideurs, c'est de ne pas donner libre cours à des, disons, des réponses à des problèmes non posés ou mal posés. Le cas de la Chine en est un exemple. L'environnement est devenu complexe. Il y a également l'initiative du G7 où les États-Unis avaient d'abord répondu à ce qu'on appelle la finance verte. Ça, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Et il y a eu des politiques à laquelle la Grande-Bretagne a été associée. Maintenant, vous parlez des coopérations franco-britanniques dans l'industrie de la défense. Il y en a de beaux exemples. Et il y a un certain nombre de projets qui sont déjà en cours. Et même avec d'autres pays de l'Union européenne. J'ai parlé de projets chauffés à blanc, white heat, c'était de cela qu'il s'agissait quand j'ai parlé de ce genre de coopération. Maintenant, le grand dilemme pour le Royaume britannique se pose au-delà du grand, disons, bloc européen qui est l'instance réglementaire. Il y a, à part l'Union européenne, les États-Unis, mais dans les deux cas, il y a les mêmes enjeux de sécurité et notamment de cybersécurité. On n'est qu'au tout début de l'histoire, on n'est pas arrivé à une réponse définitive, mais ce qui est reconnu de part et d'autre, et notamment en dehors de ces grands blocs, et notamment dans le G7, au-delà du défi immédiat, se pose la question de sécurité économique. Et là, vous avez des États, le Royaume-Uni, le Japon, qui ne sont pas des pays insignifiants, qui ne répondront pas par le protectionnisme, mais ils doivent gérer la réglementation. Vous avez la sécurité sur l'intelligence artificielle, enfin vous avez des tas, et je ne suis pas expert en la matière, dans certains cas, les pays disposeront d'un avantage réglementaire. Mais enfin, c'est un petit peu au cas par cas qu'on voit ce qu'on peut faire dans nos alliances. Avec les États-Unis en juin dernier, ce qui a été conclu, c'était, si vous voulez, un nouveau partenariat atlantique. Je ne me rappelle plus le nom exact, il y en a tellement que je m'y perds. Mais toujours est-il que c'était en réponse au discours tenu par les conseillers de la sécurité américaine,
les stratèges américains sont bien conscients des critiques qui leur sont faites. On n'est plus dans l'ère de l'OMS, de l'ALENA et tout cela. La situation a changé. Vous avez la loi américaine pour la réduction de lutte contre l'inflation. Enfin, vous avez des formes de démarches économiques. Mais enfin, ces démarches concernent notamment les minéraux critiques, la production de semi-conducteurs. Enfin, là, tout d'un coup, vous avez affaire à des très, très grosses activités, mais une activité qui est importante pour l'Union européenne, pour les États-Unis. Et là, il y a un véritable enjeu, c'est vrai. Comment naviguer entre le libre-échange et le protectionnisme. Le Royaume-Uni a su naviguer, je vous ai cité les accords avec les États-Unis, mais comme l'a dit le monsieur tout à l'heure sur la coopération dans l'industrie de la défense qui peut se faire, disons, au coup par coup, en fait, vous avez deux grandes stratégies qui se posent pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, entre l'Union européenne et l'OTAN, questions qui seront de plus en plus présentes dans les années à venir. Et la question sera de voir comment l'Union européenne, elle, sera amenée à naviguer dans ces eaux compliquées. Je n'ai pas de réponse immédiate, mais il y a deux tendances à équilibrer. Mais au bout du compte, la question est de savoir comment pouvoir évoluer dans un contexte qui tire à la récession. Sur l'Ukraine, on voit quand même en ce moment, devant la pression russe, devant la difficulté des Ukrainiens à tenir le front, le risque qu'avec l'arrivée du printemps, le dégel, on ait de nouveau des opérations plus agressives. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un besoin d'une sorte de conférence des leaders européens de façon à harmoniser davantage les positions? Alors, on peut dire qu'il y a évidemment les sommets de l'OTAN, mais il est loin. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas il y a eu un moment un projet qui avait même été envisagé, qui a commencé à fructifier, d'une sorte de conférence ou de conseil de sécurité en disant les Britanniques sont partis, donc le Conseil européen n'est plus, comme moi je l'ai vu fonctionner au moment de la guerre du Kosovo, une sorte de conseil de sécurité européen où les chefs d'État et de gouvernement pouvaient tous dire on arrête les opérations, on ne les a pas arrêtées, on ne prend pas de trêve, etc. On continue l'effort. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'enceinte où, pour parler aux Européens, les Britanniques sont forcément présents. Et le truchement américain est aujourd'hui un truchement problématique, ne serait-ce que par le blocage du vote au Congrès, ne serait-ce que parce que de plus en plus l'agenda de l'élection présidentielle américaine va peser. Donc est-ce qu'il n'y a pas un cadre même très informel qui permettra au moins aux Européens d'échanger, de se parler davantage, d'avoir une position unie pour affronter ces semaines qui vont être des semaines cruciales, parce que c'est des semaines où on voit bien qu'il y a un effort de montée en puissance et de relais de la fourniture d'armes par les Européens à la place des Américains, mais tout ça va prendre un peu de temps et donc il y a une sorte d'inquiétude. Et je me demande si il n'y a pas du côté britannique une idée qui pourrait germer. Écoutez, c'est une bonne question. Moi, j'étais à Paris il y a 2 semaines et le président Macron a réuni quand même 22 nations, dont le Royaume-Uni, pour parler de ces questions. Alors évidemment, les États-Unis n'étaient pas présents, mais la question concernait le soutien à l'Ukraine. Alors, c'était une espèce d'enceinte, de forum entre pays amis et un collègue à moi dans un think tank parisien m'a dit que quand on s'interroge sur la sécurité européenne, quand on voit où vont les investissements, comment se fait l'évaluation des dangers, on voit qu'il y aurait un forum faisant intervenir le triangle de Weimar plus le Royaume-Uni. Il y a eu des réunions avec les pays des forces expéditionnaires, les pays baltes, les pays nordiques et les Pays-Bas. Et il y a 9 sur les 10 pays en question étaient les premiers à envoyer de l'aide, donc militaire létale, à l'Ukraine.
Donc, il y a des échanges qui ne se font pas nécessairement au niveau des dirigeants. Et puis au G7, pour le G7, ou plutôt pour le Royaume-Uni, le G7 est devenu de plus en plus important. Et là, les résultats sont relativement parlants. Il y a eu des échanges, mais enfin, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que j'appelais de mes voeux à la fin de mon intervention, un nouveau partenariat qui renvoie à la profondeur de la coopération, notamment industrielle. Évidemment, les tendances sont fluctuantes, mais disons, la communauté politique européenne est sous-tendue par une communauté d'intérêts et intérêts communs entre la France et le Royaume-Uni, et qui pourrait être la base d'un tel forum. D'ailleurs, le président Macron l'a lui-même évoqué. Bon, c'est justement un moment de grande stratégie. Imaginez Tony Blair en 2021, les pièces du kaléidoscope se sont bouleversées depuis. C'était un peu une nouvelle donne avec une nouvelle opportunité. Mais effectivement, il n'y a pas actuellement d'enceinte parfaite. Il y a 2 semaines ici à Paris, c'était en fait une assemblée ad hoc et non pas institutionnelle pour parler de ces questions, même s'il n'y avait pas d'issue tangible. Il y a eu vraiment un échange, même s'il n'existe pas exactement d'instrument stratégique. Un plaisir de vous avoir, un honneur aussi.